Doctoral. La seule prétention de ces ateliers doctoraux, c'est d'être un complément, donc une sorte d'accompagnement tout simplement à la recherche scientifique. Et pour commencer, je vous dirais que quelles que soient les recommandations, quels que soient les conseils, les orientations que le professeur Dakhia et moi-même pourrions vous donner, le dernier mot reviendra toujours au candidat, à la candidate et puis au directeur de recherche. إذن الكلمة الأخيرة دائما للمشرف مهما كانت التوجيهات والتوصيات من طرفنا. Bien. Ce que j'aimerais vous dire aussi, je me suis spécialisé depuis longtemps en méthodologie de la recherche scientifique et universitaire. Et la méthodologie, c'est une certaine maîtrise à la fois de la forme, mais également du fond. C'est pour cela aussi que j'ai décidé de vous présenter cela sous forme de PowerPoint, puisque nous avons à notre disposition la technologie, pourquoi ne pas en profiter? Bien. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous l'avons constaté lors des soutenances. Très souvent, nos doctorants et nos masterants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous présentent tout cela. Finalement, sur chaque diapositive, vous avez tout un texte. Non. Ce serait maladroit de donner du texte à lire. Ce qui est le plus intéressant, finalement, c'est quoi? C'est de donner des syntagmes nominaux, des segments, des éléments d'information que vous allez développer au fur et à mesure. Ce qui est important aussi, c'est une question de visibilité, de crédibilité. Vous êtes responsable tout simplement de la forme que vous allez donner à votre diapositive. N'oubliez pas que la diapositive, elle doit être à la fois lisible et visible. C'est pour cela que le choix qu'il y a, par exemple, pour l'arrière-fond, le choix de la police, de la taille de police, le choix des couleurs, il doit être pertinent. Que veut dire le terme pertinent ou pertinence? Une chose est considérée comme étant pertinente à partir du moment où elle vous permet d'aller de l'avant. Vous avancez, c'est pertinent. Vous n'avancez pas, eh bien, ce n'est pas pertinent, tout simplement. Voyez? Bien, c'est pour cela que vous l'avez constaté une chose aussi. Rappelez-vous ce qu'avait dit le grand sémiologue, le sémioticien Umberto Eco. Qu'est-ce qu'il avait dit? Umberto Eco, lorsqu'il s'est interrogé sur le lecteur, il nous avait dit ceci: c'est vous qui devez en quelque sorte contrôler le parcours de lecture. Vous savez, nous avons à la disposition un certain nombre d'outils, grâce tout simplement aux éléments informatiques. Mais vous avez aussi des outils qui sont animés. Et la plupart du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous avez les informations qui rentrent, qui sortent, etc. Puis des fois, ça bloque. Non. Ce que vous devez faire en tant que communicant, c'est manipuler, contrôler tout simplement votre auditoire. Vous êtes en train de m'écouter. C'est moi qui vous manipule. Je vous contrôle. Pourquoi est-ce que je vous contrôle? Parce qu'attention, si je vous donne à lire tout ce qu'il y a sur les diapositives, au lieu de rester auditoire, vous allez vous transformer en lectorat. Mais si je fais ce que nos amis en agriculture ils font, c'est-à-dire que finalement, je vous donne du goutte à goutte. Vous êtes obligé d'être attentif à ce que je vous donne. Voyez, donc c'est pour cela que je vais cliquer. Ici, vous avez jeune chercheur. S'il vous plaît, tout à l'heure, je discutais avec mon ami Nordin en ce qui concerne les intitulés des thèses de doctorat ou de master. Le titre d'une thèse ou le titre d'un mémoire n'est pas un paragraphe, n'est pas une phrase, n'est pas un énoncé, exceptionnellement. Un titre, il doit s'organiser au niveau de titre. Très souvent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un premier syntagme nominal, ensuite vous mettez deux points, ensuite vous avez un autre syntagme. Non, vous devez organiser cela selon la conception de l'entonnoir. Vous avez un titre principal en gros caractères, ensuite vous avez un titre ou un sous-titre de deuxième niveau, troisième niveau, etc. Pourquoi cette organisation en entonnoir? Parce que la structure et l'articulation. Vous voyez, ce que vous constatez aussi, pardon, vous avez deux images. Vous êtes responsable de ces images que vous donnez à voir. Une chose aussi, il faut toujours se poser la question de savoir quelle est votre langue de travail. Ma langue de travail, la langue avec laquelle je présente étant le français, cela veut dire que par rapport à mettre dans mon exposé tout ce qui est à gauche est le point de départ, tout ce qui est à droite est le point d'arrivée. Et par conséquent, à gauche, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une première image. Une image, vous avez du brouillard. Vous avez quelques feuilles qui sont tombées, et puis vous avez une voie. Et c'est un peu l'impasse dans laquelle vous vous retrouvez, c'est-à-dire que pour l'instant, tout est flou pour vous. Vous ne savez pas où aller. Vous avez du brouillard, plus vous avancez, plus vous êtes enveloppé par ce fameux brouillard. Et puis, si vous faites bien les choses, ça s'éclaircit. Et puis, vers l'icône de droite, qu'est-ce que vous avez?
vous avez une forme tout à fait symbolique, quelqu'un qui tient un arbre sous forme de crayon, et puis il y a une feuille, ce qui est tout à fait symbolique, et donc nous passons peu à peu à la maîtrise de la rédaction scientifique. Ce que vous constatez aussi, c'est que j'ai mis le logo, nous avons mis le logo de l'Université de Messina en premier. C'est tout à fait logique, puisque c'est elle qui nous reçoit. Ensuite, là-bas, les ateliers doctoraux. Bien. Qu'est-ce que nous disons au sujet de ces jeunes chercheurs? Ils sont au mal de thèse. Ils vivent un malaise. Ils vivent un malaise. Et pour remédier à ce malaise, qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose de leur montrer tout simplement les enjeux méthodologiques. Qu'est-ce qu'un enjeu? Lorsque vous parlez d'enjeu, cela signifie qu'il y a soit quelque chose à perdre, soit quelque chose à gagner. Professeur Dafriya, oui. Donc, bonjour tout le monde. Je tiens aussi à remercier les organisateurs de cette journée de nous avoir invités pour, bien sûr, dans le cadre de la formation et dans le cadre, bien sûr, de la communication. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai écouté le vice-recteur avec attention. Il a parlé surtout, bien sûr, du retard. Mais si je reprends Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il dit qu'il faut perdre du temps pour en gagner. Donc c'est ça un petit peu. Je perds du temps, mais tout simplement, je dois aussi en gagner. C'est-à-dire qu'on perd du temps, surtout pour les doctorants. Donc il est question de lecture, de recherche, etc. Mais dans un but, le but c'est bien sûr d'en gagner à la fin. Tout à l'heure, je m'ai présenté en tant que, bien sûr, qui s'intéresse à l'interculturel, à la rencontre, etc. Et lorsque M. Dam, bien sûr, a une autre idée derrière, jeune chercheur, donc pour moi, donc, la lecture, c'est qu'il y a une quête d'identité de cet apprenti chercheur ou de ce futur, bien sûr, docteur. Donc, il y a une quête d'identité. Lorsque je parle d'identité, je fais allusion, bien sûr, à l'être chercheur, à l'être docteur. Donc, à l'être, à cet ethos de chercheur. Dans ce contexte, bien sûr, il est question, tout à l'heure, il a parlé aussi du partenariat. C'est vrai qu'il est question de partenariat pédagogique, mais il existe aussi entre le chercheur et le directeur de thèse et son doctorat une certaine relation, une certaine, bien sûr, disons, donc une certaine rencontre, une certaine reconnaissance, bien sûr, entre le directeur de thèse et, bien sûr, son doctorant. C'est dans cette perspective que je vois aussi les choses, bien sûr, de ce jeune chercheur en mal de thèse, tout simplement parce qu'il y a aussi le mal de se retrouver et surtout d'être chercheur, d'être pour finaliser une thèse. Ah voilà. Merci, professeur. Donc, vous le constatez, là, je vous donne un premier intitulé. Mais vous savez pas qu'il y a une différence fondamentale entre l'utilisation du singulier et l'utilisation du pluriel. C'est pour cela que ce que je remarque très souvent, c'est que la plupart des collègues, surtout lorsque nous sommes dans le domaine des langues étrangères, c'est que finalement, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que nous n'avons pas une véritable culture de la langue. Parce que vous avez la culture de la langue, vous maîtrisez beaucoup mieux votre domaine. Donc la différence fondamentale qu'il y a entre l'utilisation des singuliers et le pluriel est la suivante. À chaque fois que vous utilisez le singulier, cela signifie que vous êtes en l'absoluté de ces formes là-bas. Voyez, alors que lorsque vous êtes en train d'utiliser, vous recourez au pluriel, cela signifie que vous avez relativisé la chose. Et là, c'est pas nasbiya. Vous voyez? Et donc, à chaque fois, qu'est-ce que la relativité? C'est le fait d'être obligé de contextualiser. Vous avez un contexte, un cadre spatio-temporel à présenter. Donc, vous voyez ici, j'ai mis préalable au singulier parce que c'est hors contexte. Il n'y a pas de cadre spatio-temporel et donc c'est l'absolu. Bien, j'aimerais juste au passage vous donner une idée de ce que peut être un préalable. Un préalable, c'est ce qui doit précéder, et forcément précéder quelque chose. Et là, c'est que vous le constatez, c'est que si vous êtes des spécialistes en sciences du langage, le plus important, et c'est vrai également pour la didactique et pour la littérature, c'est que vous devez maîtriser ou avoir un certain degré de maîtrise de l'énonciation. Parce qu'attention, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas dit qui précède, je dis qui doit précéder. Et le verbe devoir est un verbe de modalité. Et vous savez que l'intérêt d'un verbe de modalité, c'est de modifier le sens, soit il l'atténue, soit il l'augmente de l'autre verbe. Bien, donc, préalable qui signifie qui a lieu, qui se fait ou se dit avant autre chose. Mais attention, une exigence.
dans une suite logique, que ce soit d'événements, d'actes, de faits étroitement liés entre eux. Pourquoi est-ce que je vous précise cette idée de préalable? Parce que c'est la condition qui va me permettre de poursuivre tout simplement mon exposé. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous dit l'exposé? Ça, c'est une règle absolue. Le concept, c'est ce qui empêche la pensée d'être une simple opinion, un avis, un bavardage. Firiyat al-mafhum. Kul khitab ilmi mushratata. Donc il doit y avoir tout simplement des concepts. C'est grâce au concept tout simplement qu'il y a de la rigueur scientifique. D'accord? Donc un concept, c'est ce qui empêche la pensée d'être une simple opinion, un avis, un bavardage. Et là, je vais vous donner un exemple. Parce qu'attention, lorsque vous ne donnez pas d'exemple, cela signifie que finalement, les gens ils n'ont pas les idées en place. Et vous voyez, à chaque fois, je vous donne l'information au goutte à goutte. Très souvent, nous ne faisons pas la différence entre soumettre un objet à l'épreuve, soumettre un objet à l'expérience et soumettre un objet d'étude à l'essai. Pourtant, vous êtes responsable, on a l'impression que les trois termes sont équivalents, synonymes, du kiff-kiff au même. Et pourtant, non. La plupart des termes que nous utilisons à l'université, nous les retrouvons également dans notre quotidien. Mais à l'université, doit être pertinent, il doit être porteur de sens. Donc, si vous dites que vous avez soumis tel objet à l'épreuve, cela signifie que ce qui vous intéresse, la finalité, ce que vous recherchez, c'est tout simplement la qualité de la chose. Épreuve, donc ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Maintenant, lorsque vous soumettez ce même objet d'étude à l'expérimentation, à l'expérience, ce qui vous intéresse, c'est la vérité de la chose. Si vous le soumettez à l'usage, ce qui vous intéresse plutôt à l'essai, c'est l'usage que vous allez tout simplement en faire. Donc, vous êtes responsable de chaque terme que vous utilisez dans votre thèse de doctorat ou tout simplement dans votre mémoire de master. Pourquoi utiliser apport plutôt que impact? Pourquoi utiliser impact plutôt que effet? Ça signifie que vous avez une vision des choses. Donc il faudra que ce soit clair dans votre esprit. Donc, concernant le préalable, vous savez pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi vous ne soutenez pas à temps, etc. C'est ce phénomène de préalable. Parce qu'on n'est pas bien préparé. Le préalable, à mon avis, c'est cette préparation d'avant-thèse, d'avant-d'écriture. Donc, c'est comme dans le 100 mètres. Si vous réussissez le départ, donc vous arrivez à temps. Si vous ne réussissez pas le départ, donc vous allez échouer. Le préalable, c'est ce soubassement scientifique sur lequel vous allez vous baser, qui va représenter ce tremplin sur lequel vous allez vous appuyer. Et sans cela, donc, vous allez tarder. Donc, vous n'allez pas arriver. Ce préalable, lorsqu'il s'agit de concept, c'est vrai que, en parlant de concept, donc je suis en didactique, je dois m'inscrire dans une médiagraphie didactique, dans une médiagraphie, bien sûr, sciences et langage, littérature, etc. Mais si vous avez remarqué que nous avons utilisé, bien sûr, des citations de philosophes. Moi, par exemple, j'utilise Paul Ricoeur, j'utilise Bourdieu, j'utilise bien sûr Jean-Jacques Rousseau, Bachelard, etc. Tout simplement pourquoi? Parce que cela me permet de cette transdisciplinarité, cette interdisciplinarité, pour que je puisse répondre à des questions sur ma thèse. M. Perrin tout à l'heure aussi a parlé bien sûr concernant cette conversation. Donc, lui, il le sait aussi, il est question d'un dialogue. Un dialogue entre la thèse et sur la thèse et bien sûr le doctorat. Il y a ce dialogue, mais un dialogue, donc comme il est défini le dialogue, c'est lorsque j'apprends quelque chose. Lorsqu'en lisant ma thèse, en relisant ma thèse, en relisant ce que j'ai écrit, bien sûr, il y a un dialogue entre mon écrit et moi-même, et qui, bien sûr, va me suggérer les insuffisances, les carences, etc., pour que, bien sûr, je les surmonte. Et là, je ne serai pas bloqué. Mais si vous lisez pour lire, tout simplement, donc là, vous n'allez pas vous rendre compte de bien sûr, de vos erreurs, etc. Lecture, mais attention, c'est vrai que lorsque vous lisez, et je reprendrai un auto concernant les lecteurs, faites attention, il fait le jeu aussi de son menteur. Parce que pour Umberto Eco, préparer le lecteur, donc il le prépare à ce qu'il surmonte l'écueil des premières pages, pour qu'il devienne sa proie.
pour qu'il fasse son jeu. Mais là, il y a une prise de conscience de la part de ce doctorant, de la part de ce lecteur, pour qu'il soit. Parce que, je reprends là, pour le lecteur, l'autre, quel qu'il soit, l'autre est le plus beau chemin entre soi et soi. Donc, tout à l'heure, je parlais de cet étant, de cet être doctorant. Donc, c'est là toute la question est là. Donc, bien sûr, comment se préparer davantage. Bien, donc je vous disais, s'il vous plaît, j'étais en train de vous démontrer l'importance du concept. Nous l'avons dit, s'il n'y a pas de concept, cela signifie qu'il n'y a pas de rigueur scientifique, et s'il n'y a pas de rigueur scientifique, eh bien tout simplement votre travail ne présente aucun intérêt. C'est pour cela que dans la deuxième citation, vous avez ceci. Forger les concepts, c'est fabriquer des idées qui éliminent le flou, enrobant les opinions, c'est créer des outils de pensée. Si je vous donne un exemple concret, est-ce que vous pensez que c'est la même chose lorsque je dis, je vous donne cet exemple, lisan al-arab wa lughat al-arab? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui fait la différence entre lisan al-arab wa lughat al-arab? C'est quoi la différence? Quelle est la différence? Vous devez la connaître si vous m'avez répondu non. S'il vous plaît, lorsque vous utilisez cette expression lisan al-arab, al-mas'ala murtabata bil-wahid. C'est en relation avec la révélation. Lorsque vous dites lughat al-arab, tout ce qui est terrestre. Donc vous voyez, en utilisant telle ou telle expression, vous êtes responsable de ce que vous dites. Parfois, lorsque vous rédigez votre thèse de doctorat, surtout, ce n'est pas tout à fait vrai pour le mémoire de master, essayez d'oublier toutes les définitions que vous avez pu apprendre à l'université. À l'université, normalement, si nous sommes de bons universitaires, nous sommes capables de garantir deux choses. Nous garantissons la communication et nous garantissons la transmission. La communication tawassul, la transmission intervalle. Mais quelle est la différence entre la communication et la transmission? C'est que si je vous demande quelle est la définition de la communication, vous allez la donner cette définition, n'est-ce pas? Vous allez me dire communication, c'est le fait de partager, d'avoir en commun. Et pourquoi est-ce que vous philosophez? C'est pas ça la définition de la communication, oubliez. Quelle est cette définition? Je réponds à quelqu'un qui m'a dit tu. C'est ça la communication. Je réponds à quelqu'un qui m'a dit tu. Monsieur Darassi, je lis bien sûr une citation de Baudelaire concernant cette communication. Toujours, c'est qu'il ne faut pas voir seulement dans la communication la condition universelle de l'être homme, mais elle n'est pas seulement l'être homme, mais encore en qui nous fait singulièrement ce que nous sommes. Oui, mais c'est-à-dire, c'est qu'elle met en jeu l'origine de l'être soi. Donc, l'être homme, l'origine de l'être soi, et surtout cette singularité. En vérité, je discutais tout à l'heure avec mes collègues, je leur ai dit, lorsque vous comprenez les choses, lorsque vous maîtrisez les choses, vous pouvez l'expliquer simplement aux gens. Mais quelle différence y a-t-il, je vous le disais, lorsque je parle de communication et lorsque je parle de transmission? La communication et la transmission, la différence, c'est que la communication, elle est spatiale. Elle est spatiale. Pourquoi est-ce qu'elle est spatiale? Parce que tout simplement, lorsque je communique, qu'est-ce que je fais? Je réduis la distance qui me sépare de l'autre. C'est ça la communication. Bon, maintenant, lorsque nous parlons de la transmission littérale, c'est quoi? La transmission est temporelle, parce que je transmets de génération en génération, de période à période. Bien, lorsque nous parlons de la philosophie, je parle de la philosophie de l'épistémologie au sens propre et noble du terme. Pas la philosophie comme cela gratuite. Parce qu'attention, ce que le professeur Tahrier ne vous dit pas lorsqu'il vous parle de l'être de l'homme. C'est-à-dire qu'en vérité, qu'est-ce qui caractérise l'espèce humaine? Trois, l'être, l'avoir et le devenir. Le kaïdouna, le melkiya, le sayara. Tout ce qui est être, c'est l'intrinsèque. Tout ce qui est avoir, c'est l'extrinsèque, c'est l'extérieur. Et entre les deux, c'est le devenir. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'à chaque fois, vous êtes responsable des termes que tout simplement vous utilisez. Bien, c'est pourquoi
Il importe de comprendre les concepts, mais attention, surtout d'apprendre à les utiliser. Lorsque vous dites « je lis », pourquoi est-ce que vous lisez? Écoutez bien, suivez-moi bien. Pourquoi est-ce que je lis? Je lis pour comprendre. De bonne manière, je lis pour comprendre. Pourquoi est-ce que j'explique? Pour faire comprendre. Je lis, ça c'est pour moi, pour comprendre. J'explique pour faire comprendre. La finalité n'est pas du tout la même. C'est pour cela qu'à chaque fois je vous le dis, vous êtes responsable tout simplement des éléments ou des informations que vous utilisez. Bien. Lorsque vous avez affaire à un texte, parce que vous êtes obligé de faire de la recherche documentaire, n'est-ce pas? Lorsque vous avez affaire à un texte, ce que vous devez savoir, c'est que n'importe quel texte a 5 aspects. 5 aspects. Le premier aspect, et je vous le donne dans cet ordre-là, le premier aspect, c'est l'aspect matériel. Pourquoi? Lorsque je dis l'aspect matériel, c'est-à-dire que le texte il est long, le texte il est court, le texte il est exhaustif, le texte il est détaillé, il est concis. Ensuite, c'est l'aspect verbal ou linguistique. Pour quelle raison? Parce que pour produire des textes oralement ou par écrit, je suis obligé d'utiliser la langue. Bien. Ensuite, le troisième aspect, c'est l'aspect sémantique. Parce que chaque fois que je dis quelque chose ou j'écris quelque chose, ça a forcément du sens. Ça doit avoir du sens. Le quatrième aspect, c'est l'aspect pragmatique. Pourquoi pragmatique? Parce que je ne suis pas fou, je ne parle pas seul, je suis dans une situation de communication. Je communique avec quelqu'un d'autre. Et puis le cinquième aspect le plus difficile, c'est tout simplement l'aspect symbolique. Le qima ramziya. Parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, il y a forcément une symbolique derrière. C'est pour cela, ce sont des choses que vous devez absolument connaître. Suivez bien. Le langage est une lutte permanente entre le besoin d'exprimer la complexité de la pensée et le désir de maintenir la simplicité d'expression. C'est votre problème. C'est notre problème à tous. À chaque fois que nous parlons, ou à chaque fois que nous, tout simplement, nous écrivons. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la différence entre le singulier et le pluriel, mais aussi la différence entre le déterminant défini et le déterminant indéfini. Qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit le langage. C'est pas votre lapin. Le langage, je n'ai pas dit un langage. Non, c'est le langage. Donc, je suis dans l'absoluté. Lorsque vous avez un déterminant défini, plus un substantif, et ensuite vous avez le verbe être au présent d'indicatif, vous êtes sûr et certain que ce qui vient après est une définition. Déterminant défini, plus substantif au singulier, verbe être, c'est une définition. Donc le langage, mais qu'est-ce que j'ai dit? Est une lutte. Je n'ai pas dit la lutte, sinon c'est celle-là, rien d'autre. C'est une lutte parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce qui caractérise cette lutte? C'est le fait qu'elle est permanente. Da'ima, sira, da'im. Vous voyez? Sira, da'im. Mais attention, ce qui est intéressant, s'il vous plaît, si je m'amuse à analyser ce texte-là, c'est que pour lutter, il faut être combien? Il faut être quel sira? Au moins, il faut deux. Deux, c'est-à-dire une dualité. Cette idée de deux, où est-ce que je la retrouve? Je la retrouve au niveau de la préposition entre. Si vous dites ben, c'est-à-dire qu'il y a un premier côté et un deuxième. Où est-ce que je la retrouve, cette dualité? Je la retrouve aussi avec la conjonction de coordination et premier élément et deuxième élément. Ensuite, qu'est-ce que, pardon, monsieur Daprier, qu'est-ce que vous avez? Le besoin, par rapport à quoi? Par rapport au désir. Exprimé, par rapport à quoi? Par rapport à maintenir. Complexité, par rapport à quoi? Par rapport à simplicité. Et enfin, penser par rapport à expression. Vous voyez, une dualité. C'est pour cela que c'est une phrase qui est admirablement écrite. D'accord? Bien. Le dialogue, tout à l'heure, on parlait de cela. Le dialogue, c'est une relation des personnes, a été remplacé par la propagande ou la polémique, qui sont deux sortes de monologues. Parce que c'est vrai, finalement, on n'écoute pas les autres. Tout le monde ne fait que parler. Et là, c'est intéressant, c'est la définition qu'avait donnée Roger Garaudy. Roger Garaudy qui nous avait dit ceci. Qu'est-ce qu'un dialogue? Qu'est-ce qu'il suppose? Il suppose que chacun soit convaincu qu'il a quelque chose à apprendre de l'autre.
Faites attention. Le dialogue, ce n'est pas l'échange. Parce que je peux échanger, mais ce n'est pas pertinent. Il y a dialogue parce que tout simplement, je suis convaincu déjà avant même de commencer que je vais apprendre. Parce que si j'échange, je n'ai pas cette conviction, il n'y a pas de dialogue. Et surtout, Fernando Savater, dans un ouvrage qu'il a écrit en 1995 qui s'intitulait Politique à l'usage de mon fils. Vous voyez, C.S.L. Hebry. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la définition de la politique. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que la politique? C'est l'ensemble des raisons d'obéir. Mais attention, c'est aussi l'ensemble des raisons de se rebeller. Vous voyez, c'est un paradoxe, mais c'est une réalité. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, lorsque vous entreprenez une recherche, lorsque vous rédigez un mémoire de master, lorsque vous rédigez dans un doctorat d'État, est-ce que vous êtes entièrement libre? Est-ce que votre thèse de doctorat vous appartient? Elle ne vous appartient pas. C'est pour cela que finalement, il y a beaucoup de gens qui, après avoir soutenu, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent publier leur thèse de doctorat. S'il vous plaît, sachez-le une fois pour toutes, la thèse de doctorat ne vous appartient pas. Et si vous voulez la publier, vous devez avoir l'autorisation expresse du conseil scientifique de l'université de Silin, lorsqu'il s'agit de votre université. Et par conséquent, c'est monsieur le recteur qui doit signer en bonne et due forme cette autorisation. Vous n'avez pas cette autorisation, c'est du vol. Vous allez dire, même c'est ma thèse. Oui, mais dans quel cadre est-ce que vous l'avez présentée? C'est dans un cadre institutionnel. Elle n'appartient ni à vous, ni à votre encadreur. Elle appartient à votre université d'inscription et de soutenance. Vous voulez publier? Demandez l'autorisation des instances scientifiques de l'université pour que vous le sachiez. Si vous n'avez pas cette autorisation écrite, c'est du vol. C'est du vol. C'est pour cela qu'il nous a dit allier la liberté d'initiative. Il faut une certaine liberté, sinon vous ne pourriez pas faire quelque chose d'original. Mais en même temps, attention, au devoir imposé. Qu'est-ce que le devoir imposé? C'est les contraintes selon lesquelles vous devez rédiger une thèse. Monsieur le vice-recteur, tout à l'heure, il vous avait donné le nombre impressionnant des étudiants qui n'avaient pas encore soutenu. J'ai été vice-recteur des relations extérieures pendant des années. J'ai été également vice-recteur de la post-graduation et de la recherche scientifique pendant des années. Et je sais pourquoi que la plupart du temps, nos étudiants ne terminent pas. Ce n'est pas forcément à cause d'eux. Soit parce que tout simplement, le doctorat ne fournit pas l'effort nécessaire, soit parce que le directeur de thèse ou la directrice n'assure pas le suivi régulier, soit autre chose. Il y a un problème dans le sujet que vous avez choisi. C'est pour cela que, s'il vous plaît, lorsque vous choisissez un thème, il y a 3 paramètres dont vous devez absolument tenir compte en termes de faisabilité. Le premier paramètre, c'est la faisabilité en termes de temps. J'ai choisi tel ou tel sujet. Logiquement, est-ce que je suis capable de le faire en 4 ans, en 3 ans, en 6 ans? Mais si je suis dans un doctorat à l'MD et on me dit normalement tu dois soutenir à la fin de la 3e année et je sais que le sujet va me demander 15 ans, c'est une absurdité de le choisir. Même s'il est intéressant, c'est une absurdité. Ou alors, je décide de creuser une certaine profondeur. 3 ans, je ne peux creuser qu'à 1 mètre de profondeur. Beaucoup plus, je peux aller jusqu'à 3 à 30 mètres. Donc c'est en termes de faisabilité en termes de temps. Lorsque vous écrivez votre mémoire de master, le mémoire de master, normalement, c'est le semestre 2, n'est-ce pas? Bien. Un semestre, c'est combien? C'est 6 mois. Et en théorie, est-ce qu'à l'université algérienne, un semestre, c'est l'équivalent de 6 mois? Non. Dans la réalité des faits, c'est à peine 3 mois, 3 mois et demi, 4 mois. Écoutez bien, c'est une affaire de calcul. Si vous choisissez votre thème au début, tout simplement, du semestre 2, il faut combien de temps pour avoir les idées en place? Au moins 1 mois et demi, ou 1 mois. Ici, vous avez 4 mois, c'est-à-dire qu'il vous en reste 3. OK? Bien, maintenant, écoutez bien, répondez à la question. Si l'université, elle attend de vous, par exemple, que vous rédigez l'équivalent de 80 pages, il vous faut combien de temps pour faire la saisie de 80 pages?
Combien, à votre avis? Combien de temps il vous faut pour faire la saisie, hein? Dans des conditions normales. Alors, enfin, dire combien? Pardon. Et il vous faut exactement 1 mois pour faire la saisie. La saisie, s'il vous plaît, d'un mémoire de master de 80 pages. Donc, on a perdu le premier mois, M. Dafri. Et on a perdu le deuxième mois pour faire la saisie. Combien est-ce qu'il vous reste? Il vous reste à peine 2 mois, avec tout ce qui est imprévu. C'est pour cela que je vous ai dit, la faisabilité en termes de temps, elle est importante. M. Dafri le sait également. Ensuite, la faisabilité en termes de documentation. Et vous savez que si nous avons des collègues d'informatique, ils vous disent lorsque vous lancez une requête sur un moteur de recherche, il y a 2 possibilités. Soit il y a du bruit, soit il y a du silence. Du silence, cela signifie tout simplement que vous n'avez pas trouvé de document. Il n'y a pas de document. Est-ce que vous allez vous risquer tout simplement à travailler? Mais attention, qu'on s'entende bien. Peut-être que vous avez formulé votre requête en français, peut-être qu'il n'y a pas de document en français, mais allez voir dans les autres langues. Allez voir dans les autres langues, pas forcément en anglais. Hein. Il y a beaucoup de documents qui sont traduits en arabe et les gens, ils l'oublient. Bien. Ou alors, il y a du bruit. Lorsqu'il y a du bruit, cela signifie que vous avez trouvé beaucoup de documents. Mais le problème, c'est que peu de documents ou trop de documents, c'est mauvais dans les 2 cas. Il faut équilibrer. Parce qu'attention, ces documents, vous devez les sélectionner, vous devez les collecter, les dépouiller, choisir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Donc, premièrement, je vous dis la faisabilité en termes de temps, la faisabilité en termes de documents, et puis le troisième critère, tout le monde l'oublie. C'est pour ça que les gens ne terminent pas. C'est la faisabilité en termes de compétences personnelles. Lui, il a choisi ce sujet. Il a les compétences nécessaires pour le terminer. Mais le même sujet, moi je n'ai pas ces compétences personnelles. Je connais mes limites. Il m'est impossible de l'entamer. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir ces 3 critères à l'esprit, que ce soit pour la thèse de doctorat ou le mémoire de master. Professeur Dafri. Conscience. Conscience, et puis 3 points. Et à propos de 3 points, je vous avais dit tout à l'heure l'importance de la ponctuation. Lorsque vous mettez 3 points, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ne cliquez pas 3 fois sur le point. D'ailleurs, lorsqu'on dit les 3 points, c'est faux. En vérité, c'est le 3 points. Parce qu'on parle du signe de ponctuation, c'est le 3 points. Et puisque c'est un seul signe, si vous cliquez 3 fois sur le point, c'est 3 signes. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement appuyer sur Alt, celui qui se trouve à gauche, 0, 1, 3, 3, et vous avez le signe de ponctuation. Les 3 points de suspension, le 3 points. Le 3 points de suspension, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Vous n'avez pas le droit d'utiliser. Il y a beaucoup de candidats, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent 3 points de suspension, ensuite ils les écrivent, etc. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas les deux en même temps. Ne mettez pas 3 points de suspension, virgule, etc. C'est faux. Soit vous mettez les 3 points, soit vous mettez, etc. Et encore, attention, avec une utilisation raisonnable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi dire, ils mettent 3 points, c'est à vous de deviner. Ce n'est pas à nous de deviner. Pourquoi? Une chose aussi est une règle absolue. Nos sources que sous le. Tout texte est paresseux. Et tout texte vous résiste. Le lecteur, par définition, est quelqu'un de paresseux. Et vous le constatez. Si au bout de 3 pages, il ne comprend pas ce que vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le tout. Donc à chaque fois que vous rédigez, vous n'écrivez pas pour vous-même. Vous écrivez d'abord pour le jury. Et c'est pour cela que, rappelez-vous ce que faisait quelqu'un comme Flaubert. Il écrivait 100 pages, mais n'en gardait parfois qu'une seule page, qu'un seul paragraphe. Dans la communication, il y a beaucoup de pertes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour rédiger votre thèse de doctorat, votre mémoire de master, vous devez connaître beaucoup d'informations. Mais ce n'est pas forcément des informations qu'on doit retrouver au niveau de la thèse en ce qui concerne la rédaction. Non, vous devez tout simplement sélectionner. Donc, conscience. Qu'est-ce que la conscience? Vous allez me dire, bah merde, je sais que vous le savez, ce n'est pas ça qui m'intéresse.
Si vous essayez de découper le mot conscience, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le préfixe C-O-N, des fois c'est C-O-M, des fois c'est C-U-M, des fois c'est C-O, et qui vient du latin cum et qui veut dire avec. Et vous avez science, c'est savoir. Donc si vous traduisez harfi, lorsque vous dites conscience, ça signifie que je sais que je suis avec. Vous allez dire, je sais que je suis avec. Ça signifie tout simplement, vous savez que vous n'êtes pas seul. Donc qu'est-ce que la conscience? C'est la sortie de la solitude. Je sors de la solitude puisque je sais que je ne suis plus du tout seul. Et avoir une conscience, ça va être capable de réflexivité. La méthodologie, s'il vous plaît, elle vise l'enrichissement de l'esprit et non la création des stéréotypes. Rien ne sert de découvrir, il faut partir à point. Ah d'accord, pour le départ, oui. Non, parce qu'en vérité, ça c'est question de temps. Pour aller très très rapide dans cette affaire de savoir agir. Vous voyez, chaque fois, je vous donne l'information au bout à bout. Donc savoir, c'est par rapport aux connaissances, c'est savoir-faire, c'est par rapport aux compétences, c'est savoir-être, c'est les attitudes. Donc ça, c'est à méditer, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Vous voyez, en vérité, ce qui m'intéresse... pourquoi est-ce que j'ai mis médiagraphie? J'ai mis médiagraphie parce que la plupart du temps, soit vous retrouvez le terme bibliographie, soit vous retrouvez le terme référence bibliographique. En vérité, dans un travail universitaire, il ne s'agit pas d'une bibliographie. Il s'agit de référence bibliographique. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque nous parlons de référence bibliographique, c'est toutes les références que vous avez utilisées, exploitées dans votre travail. Lorsque vous parlez de la bibliographie, c'est des choses que vous avez pu lire, c'est des ouvrages que vous avez lus, c'est des articles que vous avez lus, que vous signalez, mais que vous n'avez pas utilisés. Et c'est pour cela qu'on préfère les références bibliographiques. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de références bibliographiques, cela signifie que le support est un support papier. Biblio qui veut dire papier aussi, et livre. Mais à l'heure actuelle, vous utilisez des références électroniques, vous utilisez des références audio, vous utilisez des références audiovisuelles. Et donc le terme générique, c'est médias. Tout cela, ce sont des médias. Webographie, cytographie, etc. Donc on préfère utiliser le terme de médiagraphie. Antoine de Saint-Exupéry, donc dès 6 mois, un jeune chercheur en maths de thèse. Bon, on aura l'occasion tout à l'heure d'en discuter. La métaphore du crayon, elle est intéressante. Elle est intéressante, la métaphore du crayon. S'il vous plaît, les compétences attendues dans la formation par la recherche et par la recherche. Je vais vous lire très rapidement et ce serait bien d'en discuter aussi tout à l'heure lors des débats. Bien, donc 4 compétences principales relatives à la dimension scientifique ont été relevées dans le discours du directeur de mémoire. Première chose, la compétence de recherche bibliographique. Elle renvoie à la constitution de la bibliographie par l'étudiant et son appropriation. Parce qu'attention, que veut dire s'approprier? C'est être capable de l'exploiter. Vous avez une documentation, vous ne savez pas comment l'exploiter, ça ne sert à rien. Ensuite, la compétence de recherche, elle fait référence à l'élaboration par l'étudiant de sa démarche de recherche. Lorsque je parle de la démarche, ça signifie le choix du sujet, la méthodologie, le recueil de données et l'analyse. Et vous constatez, les termes sont utilisés au singulier. Donc la compétence rédactionnelle, elle porte sur la rédaction scientifique du mémoire et de la thèse, et enfin l'autonomie. Nous envisageons l'autonomie comme une compétence qui renvoie à la capacité d'autodirection de l'étudiant dans sa recherche. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce que les étudiants ne terminent pas la plupart du temps? Parce que par rapport à la réalité de terrain, vous êtes livré à vous-même. Très souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous vous inscrivez, et c'est juste au moment de la réinscription que vous contactez votre encadreur. C'est pour ça que réellement ça ne marche pas. Donc les éléments pratiques, on aura l'occasion de discuter de la matrice d'Eisenhower, le 5 pourquoi, donc référence, l'exercice de la soutenance, s'il vous plaît. L'exercice de la soutenance dans pas mal de thèses, c'est à la fois un acte de solitude, mais en même temps une rectitude de l'esprit. Vous voyez? Mais l'istirham, vous voyez? La soutenance, quel est le sens que vous allez donner? C'est un exercice d'argumentation, parce qu'une thèse de doctorat en même de master, c'est quoi? C'est un texte argumentatif, c'est une dissertation. Donc vous allez suivre, c'est un modèle de structure à reproduire.
Vous voyez, soit c'est la démarche francophone, soit c'est la démarche anglo-saxonne. C'est une intention d'écriture que vous devez présenter, un projet de lecture à verbaliser, une ambiance à mettre en place, l'occasion de développer sa compétence personnelle en communication, c'est structurer sa pensée, s'exprimer, développer son plein potentiel. C'est un couronnement aussi, t'étruis. Donc, c'est une prestation orale, accomplir, exécuter, achever une performance qui est publique. On n'a pas le droit généralement de soutenir à huis clos. C'est un résultat à reproduire, une manière de développer un sujet, une manière d'exécuter une œuvre. C'est une thématique prédéfinie, une discussion sur le fond et la forme. Vous voyez, très rapidement, on aura l'occasion de... Ah, une chose aussi. Il y a beaucoup de doctorants, lorsqu'ils soutiennent ou de mastérants, lorsqu'ils commencent à faire leur présentation, ils utilisent le nous. Je connais où est le nous. Il n'y a pas de nous qui tiennent. Lors de la soutenance, c'est le je. Le je, ce n'est pas le nous. Quand est-ce que vous pouvez utiliser le nous? Lorsque c'est un point que vous avez négocié avec votre directeur de thèse ou directrice. Voilà, vous pouvez dire non, c'est-à-dire c'est vous, c'est le directeur. Mais sinon, lorsque vous soutenez le directeur de thèse, ce n'est plus directeur, c'est un examinateur en puissance. Vous voyez, donc c'est le je et ce n'est pas le nous qui tienne. Un regard démocratique aussi. Pourquoi? Vous devez balayer la salle de votre regard. Vous ne faudrait pas rester fixé sur un côté plutôt que l'autre, sinon les gens ne se sentent pas intéressés. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a l'occasion de s'embêter. Bon, merci.